Oui, merci. Oui, moi, j'ai effectivement, comme tout le monde, j'imagine, lu les 44 pages, j'ai écouté Monsieur Bach sur la situation de Grenoble en matière de développement durable. Et beaucoup de choses ont été dites à juste titre par mes prédécesseurs. Et moi, j'ai cherché ce qui pouvait être bon pour Grenoble par rapport à ce que vous aviez réellement accompli pour améliorer le sort des Grenoblois et donc préparer l'avenir de la ville. Alors, il a été beaucoup question dans ce rapport de Capital Vert, j'y reviens pas parce que ça a été dit, des félicitations du commissaire Vert, etc. Mais il n'y a rien que vous puissiez citer en matière de réalisation durable, justement, qui serait l'œuvre de cette année. Rien. Je rappelle l'exemple de Lisbonne qui a profité de Capital Vert pour faire multiplier le financement de capteurs de la qualité de l'air. Je prends un exemple concret, par exemple, pour montrer qu'il y a des capitales vertes qui ont saisi l'occasion des subventions qui arrivaient d'ailleurs pour améliorer le sort de leur ville. C'est pas votre cas. Vous citez 1400 actions labellisées. Bon, on sait de quoi il s'agit. Tout ça est très sympathique, mais tout ce qui existait a été labellisé Capitale Verte, jusqu'aux ateliers de couture, l'inauguration de nichoirs, etc. Il n'y a pas d'inconvénient, mais ça existait déjà, ça continue, ça n'a pas de rapport. Et vous annoncez des outils comme les plaquettes d'exposition, évidemment la communication, toujours la communication, qui a été l'essentiel de l'occupation de Capital Vert. C'est très regrettable parce que dans une ville qui est exsangue financièrement, bon ben on en est tous d'accord là-dessus, puisque on va devoir, vous allez vous proposer d'augmenter les impôts lourdement, et donc il y a quelque chose d'indécent à ce que ces millions qui ont été déversés en 2022 ne laissent aucune trace de terrain. Et je vous rappelle la définition de l'action politique en matière de développement durable, je cite, un développement qui correspond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures de répondre aux leurs. Là, je pense qu'avec ces dépenses, vous avez handicapé le présent des Grenoblois et vous n'avez rien fait avancer pour l'avenir de la ville. Et puis, dans ce document, moi je voudrais souligner un point de mode de vie sans carbone, qui permet d'ailleurs de justifier beaucoup de choses. Or, je voudrais quand même rappeler ici que la neutralité carbone, ce n'est pas zéro émission de CO2 en 2050. Hein, la définition du Parlement européen est contraire à ce que vous dites. La définition du Parlement européen, c'est la neutralité carbone, c'est l'équilibre entre les émissions de carbone et l'absorption de carbone de l'atmosphère par les puits de carbone. C'est ça l'objectif. Hein, donc c'est pas ce que vous écrivez dans votre document et dans l'éditorial d'Éric Piolle. Les accords de Paris fixent comme objectif la neutralité de carbone en 2050, pas zéro émission de carbone, comme vous le préconisez. Donc le problème, c'est que vous êtes toujours dans l'excès, vous voulez toujours régner sur la peur, inquiéter sans cesse les populations pour leur faire passer des mesures coercitives, inquiéter la jeunesse. Il semble qu'il y ait une sorte de jouissance de votre côté, de ce point de vue-là, et qui est très, très, très inquiétante. Et pourquoi cette question entre neutralité et zéro carbone est importante? Parce qu'évidemment, la neutralité permet de limiter le réchauffement climatique et elle peut être atteinte en développant des puits de carbone. C'est ce que recommandent les accords de Paris. Et pourquoi vous n'en voulez pas? Parce que ça vient d'être évoqué précédemment par les exemples très concrets qui ont été dits par mes collègues. C'est parce que vous-même, vous ne faites pas ce qu'il faut pour les espaces de respiration, pour les arbres, etc., qui sont essentiels pour absorber le CO2. Vous préférez culpabiliser les Grenoblois plutôt que de faire votre propre bilan des arbres matures abattus par rapport aux jeunes arbres plantés. Tous les scientifiques rappellent que ce n'est pas le nombre d'arbres plantés qui compte, mais le nombre de feuilles et la taille des racines. Pour compenser l'abattage d'un vieil arbre, il faut planter des centaines de jeunes, attendre des décennies à condition qu'ils survivent. Je prends l'exemple de la place Victor Hugo. Bon, combien de temps, combien d'années la place Victor Hugo absorbera le CO2 qu'elle absorbait il y a 10 ans? Il faudra combien d'années? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez fait perdre du CO2. Donc pourquoi avoir abattu, je ne cite pas l'exemple qui vient d'être vous êtes cité, Rutière, que tout le monde connaît. Rutière, ça vient d'être évoqué à juste titre, mais Rutière, il y a une autre maison avec un petit jardin qui demeure. Vous venez aussi de signer un permis de construire
qui va détruire ce jardin. Il y a les arbres de la piscine Jean-Bron qui étaient magnifiques et à l'occasion des travaux, vous les avez détruits. Il y avait les arbres de la place de la Gare, etc. Les arbres anciens, des sujets anciens. Et donc, vous avez éloigné la possibilité de neutralité carbone que Grenoble peut atteindre. Et dans votre document, d'ailleurs, l'indice canopé de la ville est de 20%, alors que la moyenne française des villes est de 30%, et tous les autres indicateurs qui ne figurent pas dans votre rapport sur le nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant montrent que Grenoble est très en retard. Je rappelle qu'en 2014, quand vous êtes arrivé, vous aviez trouvé que 14 mètres carrés d'espace vert par habitant de Grenoble, c'était le constat que vous avez fait. Vous trouviez cela très faible, et vous avez raison, puisque la moyenne était de 31 mètres carrés. L'avez-vous amélioré? L'avez-vous amélioré? Moi, j'en doute. Et je pense que là, il y a un vrai problème. Donc, puisque dans tous les nouveaux écoquartiers que vous construisez, j'ai pas l'impression que vous améliorez la moyenne des espaces verts et des espaces de respiration de la ville. Donc, si vous voulez, dans ce rapport, vous n'avez d'ailleurs pas repris, vous n'avez pas osé reprendre la dialectique fameuse de votre adjoint, M. Namur, sur la création de 8 hectares nouveaux d'espaces verts. Ce n'est pas exactement comme ça qu'il a dit. Il a dit le service de la nature en ville gère 8 hectares de plus d'espace dans la ville, ce qui voulait dire faire croire à ceux qui entendaient vite que la ville avait créé 8 hectares. Non, elle a créé des confettis, des petits confettis par-ci par-là que vous avez accumulés, je ne sais pas comment vous arrivez à ce chiffre, mais peu importe, en tout cas, qui sont évidemment pas du tout au niveau de la création d'espaces de respiration dont nous aurions besoin. Vous communiquez aussi sur la végétalisation du béton sans cesse, mais moins de béton permettrait d'avoir besoin de végétaliser le béton. Faites-en moins. Et d'ailleurs, puisque vous citez la Bastille, moi je voudrais vous dire, mais pourquoi n'avoir pas préempté les friches universitaires pour préserver cette montagne magique de l'urbanisation, de la montée des voitures, de la création d'un parking? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'idée venait de l'opposition, et donc il n'est pas question de suivre une idée de l'opposition, et l'idée de créer une ferme pédagogique à la place venait de l'opposition, donc il n'était pas question de le suivre, et on a maintenant le résultat que nous constatons. Alors, évidemment, cette absence, c'est pour ça que c'est très important, cette notion de puits de carbone, fait peser sur la vie des Grenoblois tout le poids de la neutralité carbone. Et il est évidemment impossible à assumer par eux seuls. C'est pourquoi, dans le cadre de ce rapport, nous vous demandons à nouveau de sanctuariser les parcs et jardins publics et privés, parce que c'est un des éléments qui permettra d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Et vous avez actuellement, ça pose de nombreux permis de construire, s'affiche de nombreux permis de construire sur les derniers jardins qui restent, cours de la Libération et ailleurs, les arbres qui vont disparaître, qui vont sauter. Nous vous alertons, il est encore temps, là aussi, d'agir. Et si je n'ai pas entendu, puisque Éric Piolle y a fait allusion tout à l'heure, le GIEC demander l'augmentation des impôts des Grenoblois, j'ai par contre lu qu'un membre du GIEC a estimé que les édifices qui ont poussé sur la presqu'île sont aberrants. Dans une ville comme Grenoble, qui est une cuvette, il n'y a pas eu de véritable politique de la part des collectivités territoriales, a écrit ce membre du GIEC en ce qui concerne un quartier, le quartier de la presqu'île. Je regrette que ce type d'information ne figure pas dans le rapport, dans votre rapport, pas plus que ne figure dans votre rapport celui du CNRS, qui indique que Grenoble est devenue sous votre autorité, votre haute autorité, la première ville de France pour les îlots de chaleur, la première des grandes villes. C'est quand même sous cette municipalité-là qu'elle l'est devenue. Ça ne figure pas dans ce rapport. Je crois que M. Bach, qui est un homme tout à fait intéressant à entendre, et qui a envie que les Grenoblois soient informés de tous les aspects de la vie municipale, je regrette qu'il n'ait pas incontestablement mis tous les éléments
sur la table pour qu'on puisse en débattre. Après, on en débat, mais au moins qu'il figure. Donc cette perte de puits de carbone, eh bien, elle se traduit par quoi? Il faut bien comprendre la mécanique. Eh bien, c'est votre surenchère sur la ZFE. Comme vous ne faites pas, ben vous demandez aux Grenoblois de faire plus, et en particulier vous traquez les malheureux qui ont besoin de vivre, de se déplacer, parce que vous ne faites pas votre travail. On en retrouve les conséquences très concrètes, et moi aussi je veux être très concret. La suppression de l'activité bébé nageur à la piscine Dauphin, parce qu'il y a une eau trop chaude. L'extinction de l'éclairage public dans les parcs, qui amène la suppression de la seule utilisation du jardin de l'abbaye pour les habitants entre 18 et 19 heures, pour que les enfants puissent plus jouer. C'est ça la conséquence concrète de votre inaction collective. Hein, il faut une lampe frontale maintenant pour les enfants, pour qu'ils aillent jouer après 18 heures en période de nuit dans un quartier où il y a un seul espace vert. Vous pensez que si vous préserviez, vous, un peu mieux les espaces de respiration, vous n'en seriez pas réduit à ces telles extrémités que subissent les Grenoblois? On apprend aussi que vous avez engagé un contrôle de nuit pour traquer les commerçants qui auraient encore une enseigne allumée après 23 heures. Enfin, je crois que vous ne pouvez même pas, vous n'avez pas traité, vous ne pouvez pas traiter, le SMAG n'a pas traité les publicités lumineuses des arrêts de bus et de tram parce qu'elles sont connectées à l'éclairage public ou à l'éclairage du tram. C'est donc un problème technique, je l'imagine, très compliqué. Mais vous imposez aux autres ce que vous ne pouvez pas résoudre vous-même. Mais c'est tout de même extraordinaire. Effectivement, on l'a dit, mais moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que vous avez quand même des incapacités majeures, vous n'innovez pas, vous n'avancez pas sur les sujets qui sont de votre responsabilité, de votre compétence, et vous faites peser sur les Grenoblois, sur les citoyens, tout ce que vous ne savez pas et vous ne pouvez pas faire. Bon, voilà ce que je voulais vous dire, parce que ça me paraît tellement important quand je pense que vous avez une stratégie d'adaptation à la chaleur de la ville en matière d'urbanisme, vous avez un développement de la présence de l'eau dans une ville où 70% des fontaines sont en panne. Mais quand même. Alors, moi, vous savez, ces envolées par rapport à la réalité, je veux dire, j'ai relevé quand même, la première source de pollution aux particules fines, c'est le chauffage au bois. Eh bien, quand même, vous avez distribué 44 primes air-bois pour rénover les chaudières. Est-ce que vous n'allez pas trop vite? Je note aussi que vous reconnaissez que le bruit est le second déterminant environnemental de santé et que vous en concluez qu'il faut une sensibilisation sur ce sujet. Donc tous ceux qui sont victimes des rodéos, qui ne peuvent pas dormir la nuit, etc., eh bien, ils seront heureux d'apprendre que vous allez sensibiliser au problème. D'ailleurs, dans le portrait d'Honnête de Grenoble, qui est très intéressant par ailleurs, figure l'indicateur intitulé « Paix et justice », où figure le taux de violence sur personne pour 1000 habitants, Grenoble étant avec 17,91, plus de 7 points au-dessus de la moyenne française. Et évidemment, ça vous inspire rien, c'est-à-dire, il faut toujours ne rien faire sur ce sujet. Je ne reviendrai pas parce que je saute le chapitre sur le piéton et roi, parce que ça a été dit magnifiquement tout à l'heure. Mais sur l'agriculture urbaine, vous avez refusé le projet porté en notre nom par Nicolas Pinel de ferme urbaine sur l'ex-terrain à Libert de 10 hectares qui aurait constitué un espace de respiration supplémentaire. Et puis, je voudrais pas être exhaustif, mais les questions de votre mobilisation au quotidien pour la propreté urbaine, je ne ferai pas de commentaires. Simplement, je voudrais terminer, parce que malgré l'importance de ce rapport, je voudrais terminer avec la théorie du donut à laquelle vous adhérez. Et pousser au bout, de mon point de vue, un peu plus largement, si j'ose dire, par rapport à ce que je viens de dire, pousser au bout, pour moi, elle oublie l'homme, pour ne penser qu'à la planète qui n'est pourtant, qui est évidemment à protéger, mais qui n'est pas un écosystème, hein, mais bien un amas de molécules dépendant du système solaire. Et je comprends que vous soyez si proche de cette théorie, et si aisément, parce que au fond, elle incarne une sorte de déshumanisation qui est bien proche de votre comportement. Ce portrait de Grenoble que vous nous soumettez dans les tableaux, qui est, je répète, très intéressant par ailleurs, hein, sur la pression de l'activité humaine qu'elle fait peser sur le système Terre,
est effrayant, ce tableau, par sa raideur, par sa froideur, par son court-termisme aussi. Moi, sans vouloir, je voudrais quand même citer notre Peggy national au début du siècle dernier. Il disait « Nous sommes devant un spectacle immense dont nous ne connaissons que d'éphémères incidents. Le spectacle peut nous réserver toutes les surprises. Le monde est vaste et encore plus le monde du temps. Il ne faut pas faire les malins. L'infime partie n'est rien auprès du tout. Nous ne savons rien ou autant que rien. Il faut travailler modestement, ne pas croire qu'on surprendra. » Je voudrais vous dire, moi, qu'en 2022, est-ce que l'événement le plus spectaculaire, le plus important pour la sauvegarde de la planète n'est pas l'avant